Avant d'entrer dans mon histoire, veuillez me faire savoir de quel pays vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Dorothy Lane et j'ai 81 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville appelée Maplewood, un endroit tranquille avec des clôtures blanches et des voisins qui connaissaient le nom de chacun. J'y ai vécu toute ma vie. J'ai épousé mon amour de jeunesse, Frank Lane, quand j'avais à peine 20 ans, et nous avons construit notre vie ensemble, brique par brique. Nous avons élevé notre fille, Melissa, avec amour et sacrifice. Frank travaillait au bureau de poste tandis que je nettoyais des maisons et travaillais plus tard comme secrétaire. Nous n'avons jamais été riches, mais nous avons économisé soigneusement, investi judicieusement, et au moment où Frank est décédé il y a 10 ans, nous avions près d'1 million de dollars mis de côté pour la retraite et pour l'avenir de Melissa. Je n'aurais jamais imaginé que cet argent, destiné à apporter du confort à ma fille, serait précisément ce qui nous briserait. Ce soir, dans un froid éclair de trahison, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompée. Tout a commencé après le dîner. Melissa et son mari, Jeff, m'avaient invité à rester avec eux après que je sois tombée malade il y a quelques mois. Au début, ils étaient gentils. Mais peu à peu, les choses ont changé. Les sourires sont devenus forcés. Less conversations plus Freud's. Ce soir, Melissa m'a regardé dans les yeux et a dit « Mère, il est temps que tu partes. La maison n'est pas à toi. Tu as assez vécu de notre générosité. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Melissa. Illinois Pluto Varsity Hawes. Où vais-je aller? Ma voix s'est brisée. Je pouvais voir Jeff sourire narquoisement derrière elle. « Ce n'est pas notre problème, a-t-il dit sèchement. Melissa a ajouté, « Nous avons besoin de cet espace. Et nous ne pouvons pas continuer à couvrir tes dépenses. » Des dépenses? J'avais payé pour le toit même au-dessus de leur tête. Avant que je puisse protester, Jeff a saisi mon bras frêle et m'a conduite vers la porte. Mon cœur battait follement. « Arrêtez. S'il vous plaît, ne faites pas ça, ai-je supplié, ma voix tremblante. Mais la porte s'est ouverte, et le vent glacial m'a frappé comme une gifle. La pluie tombait à torrents. D'une poussée, ils m'ont jeté sur le porche mouillé. J'ai trébuché, me rattrapant de justesse à la rambarde. La porte s'est refermée brutalement. Je suis restée là, trempée, mon mince gilet n'offrant aucune chaleur. Mon petit sac à main était tout ce que je portais. Pas de parapluie, pas de manteau. L'obscurité semblait m'engloutir. Des larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à la pluie. J'avais tout donné pour ma fille. Et voilà comment cela se terminait. La tempête faisait rage autour de moi. Chaque goutte froide était comme une aiguille contre ma peau. Je n'arrivais pas à y croire. Melissa, mon unique enfant, m'avait jeté dehors comme un déchet. J'ai pensé à Frank, si seulement il était encore là. J'ai pensé aux années où j'avais travaillé, aux nuits où je m'étais privée, aux sacrifices que j'avais faits pour elle. Et maintenant, à cause d'un gendre avide et d'un cœur empoisonné, je me tenais seule dans la tempête. Mais quelque chose de plus profond que la tristesse commençait à s'agiter en moi. Une colère calme et brûlante. Non, je ne serai pas brisée. Pas ce soir. Pas comme ça. Je trouverai un abri, je trouverai un moyen. Et ils apprendraient ce qui arrive quand on trahit la seule personne qui vous a aimé inconditionnellement. Mes pieds semblaient de plomb, mais je les forçais à bouger. Un pas, puis un autre, en descendant les marches du porche. La rue était vide. Les ombres s'étiraient longuement sous la pluie. Je n'avais pas de voiture, pas de téléphone. Jeff avait insisté pour gérer mes finances il y a des mois. J'étais coincée. Mais pas impuissante. Quelque part là-bas, quelqu'un se souviendrait de moi. Je trouverais un moyen de survivre à cette nuit. Et demain, je recommencerai. Il pensait que j'étais vieille, faible, finie. Il n'avait aucune idée de la force que je portais encore dans mes os. Avec une profonde respiration, trempée jusqu'aux os, j'ai fait mes premiers pas dans la tempête, vers l'avenir inconnu. Et ainsi a commencé mon combat, pas seulement pour survivre, mais pour reprendre ce qui était mien. Je me traînais le long du trottoir détrempé, mes pantoufles trempées clapotant à chaque pas. Le froid me rongeait les os, et mon mince gilet collait à ma frêle silhouette comme du papier mouillé. Des voitures passaient dans la nuit, leurs phares perçant l'obscurité, mais aucune ne ralentissait pour une vieille femme errant seule. Mon cœur souffrait, non pas du froid, mais de la trahison. Melissa, ma fille, ma fierté, s'était retournée contre moi si violemment. Et Jeff. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. J'avais vu le changement en elle après leur mariage, comment il lui chuchotait à l'oreille, m'écartant des décisions. Mais je n'aurais jamais pensé que cela en arriverait là.
Maintenant, chaque pas en avant semblait plus lourd, pas seulement à cause de l'épuisement mais du poids du chagrin. Je ne savais pas où j'allais. Mon esprit s'emballait. Je n'avais pas de clé, pas de téléphone, pas d'amis que je pouvais déranger si tard. J'étais à la dérive dans la ville où j'avais vécu toute ma vie, et pourtant ce soir, je me sentais comme une étrangère ici. La pluie ne montrait aucune pitié. El tombate plus fort, transformant les rues en petites rivières. J'ai serré le gilet plus étroitement, mais c'était inutile. Mes dents claquaient incontrôlablement. Réfléchis, Dorothy, me suis-je chuchoté à travers des lèvres tremblantes. Où pouvais-je aller? Un refuge? L'idée m'humiliait. J'avais $1 million d'économie, enfin, jusqu'à ce que Melissa et Jeff commencent à les gérer pour moi. J'aurais dû voir leur avidité plus tôt. J'ai pensé à mon amie Hélène, qui vivait de l'autre côté de la ville, mais c'était trop loin pour marcher dans cette tempête. Le café le plus proche, le Maplewood Café, restait ouvert tard. Peut-être pourrais-je m'y asseoir, me sécher, rassembler mes pensées. Avec ce faible espoir, je me suis dirigé vers la rue principale, serrant mon sac comme une bouée de sauvetage. Mon pas ralentissait à chaque enjambée. Mon corps réclamait le repos, mais mon esprit brûlait d'une pensée, je ne les laisserai pas gagner. La lueur de l'enseigne au néon du café scintillait à travers la pluie. Un phare dans la tempête. J'ai atteint la porte et l'ai poussée avec le peu de force qu'il me restait. La chaleur m'a enveloppé. L'odeur du café et des œufs frits emplissait l'air. Quelques clients tardifs ont levé les yeux, des camionneurs, un jeune couple, un vieil homme penché sur un journal. Personne ne connaissait mon histoire. Pour eux, j'étais juste une vieille femme mouillée cherchant un abri. Je me suis approchée du comptoir, tremblante. Un café, s'il vous plaît, ai-je murmuré à la serveuse. Une femme au visage aimable nommée Judy, qui me connaissait de vue. Son front s'est plissé. Madame Lane. Tout va bien? A-t-elle demandé doucement. J'ai essayé de sourire, mais ma voix s'est brisée. Juste froid, ma chère. CAIA. Je me suis affaissée sur un tabouret, enveloppant mes mains autour de la tasse chaude. L'amertume du café m'a stabilisé. Mon esprit s'est éclairci. Si j'allais survivre à cela, si j'allais riposter, j'avais besoin d'un plan. Et j'avais besoin d'alliés. Je suis restée au café pendant plus d'1 heure, rejouant les événements de la soirée, chaque souvenir renforçant ma détermination. J'ai pensé à Frank, comment il disait souvent, « Dorothy, tu as plus de combativité en toi que quiconque que je connaisse. » Je ne le décevrai pas. Melissa et Jeff voulaient mon héritage. C'est pourquoi ils m'ont mise dehors. Mais ils m'ont sous-estimé. Ils ne savaient pas pour le 2e compte que Frank et moi avions gardé, celui à mon nom seul, intouché par leurs mains avides. Ce n'était pas grand-chose, peut-être $50 000, mais c'était suffisant pour commencer. Ma première étape était d'accéder à ce compte. Mais comment? Mes papiers d'identité et documents étaient encore à la maison. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. C'est alors que je me suis souvenu de Henry, l'ancien avocat de Frank. Il avait géré nos affaires pendant des années. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était lui. J'ai bu la dernière gorgée de mon café et me suis levée, la détermination montant en moi. Je ne resterai pas ici impuissante. Cette nuit avait été un commencement, pas une fin. Je trouverai Henry. Et je reprendrai ma vie. Judy s'est approchée doucement. Madame Lane, avez-vous besoin d'un transport? Il fait encore affreux dehors. Sa gentillesse a failli me briser. J'ai ravalé ma fierté. Si ce n'est pas trop demandé, ma chère, pourriez-vous m'emmener chez Henry Benson? Judy n'a pas hésité. Bien sûr. Elle a pris son manteau, et bientôt nous étions dans sa vieille berline, les essuie-glaces luttant contre la tempête. Le trajet semblait interminable, mon cœur battant à chaque virage. Finalement, nous avons atteint la maison de Henry, une solide vieille maison en briques à la périphérie de la ville. Judy s'est garée, m'a serré la main. Bonne chance, Madame Lane. Je l'ai remerciée et me suis traînée jusqu'à la porte, trempée et tremblante. J'ai sonné. Les lumières se sont allumées. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte, et là se tenait Henry, les cheveux argentés, en robe de chambre et pantoufles. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Dorothy. Mon Dieu, que s'est-il passé? Les larmes me montaient aux yeux. Henry, j'ai besoin de votre aide. Et avec cela, mon combat a véritablement commencé. La maison de Henry sentait légèrement le tabac à pipe et les vieux livres,
des odeurs réconfortantes qui me rappelaient des temps plus calmes, plus sûrs. Il m'a fait entrer rapidement, plaçant une épaisse couverture de laine autour de mes épaules. « Asseyez-vous, Dorothy. Vous êtes trempée jusqu'aux os. » Sa voix exprimait chaleur, mais aussi inquiétude. Il a cherché une serviette, séché doucement mes cheveux, et préparé du thé. Je pouvais à peine tenir la tasse, mes mains tremblaient encore. Les mots se bloquaient dans ma gorge. Comment dire à quelqu'un que votre propre enfant vous a jeté dans la tempête? Mais je les ai forcés à sortir, morceau par morceau douloureux, la dispute au dîner, les paroles froides de Mélissa, la poussée de Jeff, la porte claquant derrière moi. Henry a écouté en silence, les yeux se rétrécissant à chaque phrase. Cette fille, a-t-il murmuré, secouant la tête. Et Jeff, je n'ai jamais fait confiance à ce serpent. Mes larmes brouillaient la pièce. Henry, ils veulent l'argent. Ils pensent qu'ils ont gagné. J'ai regardé mes mains. Mais je n'abandonne pas. Il a posé une main rassurante sur la mienne. Vous n'aurez pas à le faire. Nous allons arranger ça. Je vous le promets. Sa voix était calme mais ferme, la voix d'un homme qui avait mené des batailles juridiques pendant des décennies. À ce moment-là, pour la première fois de toute la nuit, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Henry s'est adossé, réfléchissant intensément. D'abord, dit-il, nous devons sécuriser tout l'argent qu'ils n'ont pas touché. Vous avez toujours ce compte privé. J'ai acquiescé. Mais ma pièce d'identité, mes cartes bancaires, tout est dans la maison. Le front de Henry s'est plissé. Peu importe. Nous obtiendrons des remplacements. J'appellerai la banque première chose demain matin. Ils me connaissent bien. Il a pris une autre gorgée de thé. Deuxièmement, nous avons besoin d'un endroit où vous loger. J'ai hésité. Je ne peux pas vous déranger, Henry. Il a balayé cela d'un geste. Absurde. La chambre d'amis est prête. Vous resterez ici aussi longtemps que nécessaire. Le soulagement m'a envahi, mais l'humiliation persistait. Une femme de 81 ans sans abri, rejetée par sa fille. La honte était vive, mais la gentillesse de Henry l'atténuait un peu. Il s'est levé, a cherché une couverture fraîche, et m'a conduite à la chambre d'amis. Reposez-vous cette nuit. Demain, nous commençons à reprendre votre vie. Je me suis allongée dans le lit douillet, les larmes coulant sur mes joues, mêlant chagrin et gratitude. J'avais des alliés. Il me restait de la combativité. Et Mélissa et Jeff n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le matin est venu avec un pâle rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Je me suis habillée avec les vêtements chauds que Henry m'avait prêtés, un vieux pull et un pantalon qui sentaient légèrement le cèdre. Au petit déjeuner, Henry a exposé le plan. D'abord, nouvelle pièce d'identité. Je vous conduirai au tribunal aujourd'hui. Il m'a tendu un téléphone de rechange. Deuxièmement, coupez leur accès. Le compte bancaire que vous partagiez, nous le bloquerons si possible. Vous avez dit que Jeff gérait les mots de passe en ligne. J'ai acquiescé amèrement. Oui. Il m'a convaincu de lui faire confiance. Henry a grimace. Plus de ça. Désormais, vous m'appelez avant de signer quoi que ce soit. J'ai accepté. Les yeux du vieil avocat brillaient d'une détermination tranquille. Troisièmement, nous rassemblerons des preuves. Je veux savoir exactement ce qu'ils ont fait avec vos finances. S'ils ont déplacé de l'argent de façon inappropriée, croyez-moi, Dorothy, nous les enterrerons au tribunal. Ces mots m'ont insufflé une nouvelle force. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, j'ai redressé les épaules et ressenti les prémices de la résolution. Je me battrai. Pour moi-même. Pour la mémoire de Frank. Pour chaque mère lésée par son propre sang. La visite au tribunal s'est déroulée sans accroc, grâce à la réputation de Henry. Les greffiers m'ont traité gentiment, aidant à traiter les formalités pour une nouvelle pièce d'identité. En début d'après-midi, j'avais des documents temporaires, suffisants pour commencer à reprendre le contrôle. À la banque, la présence sévère de Henry a assuré que nous parlions avec le directeur d'agence. Après avoir expliqué ma situation, ils ont accepté de verrouiller tous les comptes joints en attendant un examen plus approfondi. Le compte privé, Dieu merci, était encore intact. Le solde indiquait 54 732 $. Les larmes me montaient aux yeux. Ce n'était pas 1 million, mais c'était à moi. Henry a souri. C'est votre trésor de guerre, Dorothy. Et c'est un début. En partant, il a serré mon épaule. Maintenant, que voulez-vous faire ensuite?
J'ai réfléchi longuement. Mon cœur souffrait encore, mais en dessous, un feu lent avait commencé à croître. Je veux que Mélissa comprenne ce qu'elle a fait. Je veux qu'ils affrontent les conséquences. Les yeux de Henri ont brillé. Bien. Alors nous ferons cela intelligemment. Pas de cris, pas d'amertume. Juste une justice froide et implacable. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des semaines. La bataille avait commencé. Et je n'étais plus seule. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'action. Henri m'a aidé à rédiger des lettres, à notifier les agences et à rassembler des dossiers. Il a même engagé un détective privé pour examiner discrètement les récents mouvements financiers de Jeff. Le rapport est revenu en une semaine, et ce qu'il a révélé m'a fait bouillir le sang. Jeff avait siphonné des fonds vers un compte au nom de son frère, une tentative de cacher de l'argent en cas de complications futures. Quelle arrogance. Avec les preuves en main, Henri a commencé à préparer une action en justice civile. Nous les frapperons avec cela une fois que tout sera en place, a-t-il expliqué. Laissons-les penser qu'ils ont gagné pour l'instant. Pendant ce temps, nous rassemblons nos forces. Ces paroles résonnaient dans mon cœur. Chaque jour qui passait restaurait un morceau de ma dignité, de mon but. Et tard dans la nuit, regardant par la fenêtre de Henri les étoiles, je me fis une promesse silencieuse. Je ne serai pas reconnue comme une vieille femme faible rejetée par sa fille. Non. Je me relèverai. Je me battrai. Et Mélissa n'oublierai jamais la leçon qui s'annonçait. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes comme Maplewood. En quelques jours, les chuchotements ont commencé. Au café, au salon de coiffure, au bureau de poste, les gens ont remarqué que je ne vivais plus avec Mélissa et Jeff. Avez-vous entendu? Dorothy Lane a été jetée sous la pluie. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir ce qui se disait. De vieux amis ont cessé d'appeler, incertains de ce qu'il fallait croire. Mélissa, toujours intelligente, avait commencé à tisser son histoire. Mère perd la tête, disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Elle est confuse. Nous avons essayé de l'aider, mais elle s'est énervée et est partie. J'ai entendu cela de seconde main par Hélène, ma plus chère amie, qui a appelé un soir, la voix tremblante d'indignation. Dorothy, elle ment à tout le monde. Pauvre de toi. Que puis-je faire? J'ai souri, touché par sa loyauté. Attends simplement, Hélène, ai-je répondu calmement. La vérité apparaîtra bien assez tôt. Au fond de moi, la colère mijotait. Mélissa pouvait ternir mon nom tant qu'elle voulait. Mais les actions parlent plus fort que les commérages. Avec les conseils de Henri, nous construisions un dossier, une forteresse de faits qu'aucun mensonge ne pourrait percer. Et quand le moment viendrait, cette ville verrait exactement qui Mélissa était devenue. Pas une fille aimante, mais une traîtresse avide. Et moi, je récupérerai mon honneur. Henri et moi avons travaillé sans relâche. Chaque jour apportait de nouvelles révélations. Le détective privé a découvert davantage. Mélissa et Jeff avaient discrètement mis ma maison en vente, sans mon consentement. Quel audis. Ils avaient falsifié ma signature sur des documents pour en revendiquer la pleine propriété. C'est un faux, a grondé Henri. Nous l'ajouterons à la poursuite. C'était difficile à digérer. Cette maison contenait ma vie, des souvenirs de Franck, d'élever Mélissa, de dîners familiaux et de rire. Maintenant ce n'était qu'un actif de plus pour eux à exploiter. Mais plus j'en apprenais, plus je devenais forte. Je n'étais plus la femme frêle tremblant sur le trottoir. J'étais une mère lésée, une veuve trahie, et bientôt, une force avec laquelle il faudrait compter. Henri a commencé à rédiger des documents juridiques, à rassembler des affidavits, à construire la chronologie. Nous les assignerons bientôt, m'a-t-il assuré. Le timing est crucial. Pendant ce temps, je me préparais mentalement. Je les affronterais au tribunal, les regarderais dans les yeux, et dirais ma vérité. Et quand ce jour viendrait, Maplewood écouterait. Les chuchotements changeraient. Et mon nom serait lavé. Un après-midi, alors que je sirotais du thé dans la véranda de Henri, Hélène est arrivée. Son visage était rouge de fureur. Dorothy, tu ne croiras pas ça, a-t-elle éclaté. Mélissa raconte aux dames de l'église que tu es sénile. Que Jeff a dû la protéger de toi. La trahison me piquait à nouveau. Mélissa avait toujours aimé les apparences, robe du dimanche, sourire parfait, événement caritatif. Et maintenant, pour protéger son mensonge, elle me peignait comme une vieille radoteuse. Mes mains se sont crispées autour de la tasse de thé. Laisse-la parler, ai-je dit doucement.
Bientôt, les mots n'auront plus d'importance. Les faits, si. Mais à l'intérieur, mon cœur souffrait. Je l'avais aimée si férocement, si aveuglément. Comment ma fille était-elle devenue cette créature froide? Hélène, voyant ma douleur, a serré ma main. Nous te croyons, Dorothy. Tu n'es pas seule. Ces mots m'ont réchauffé. Je n'étais pas le paria que Mélissa voulait que je sois. Des amis restaient. La ville n'était pas dupe éternellement. Et quand la vérité émergerait, le petit monde parfait de Mélissa s'effondrerait. JY Beillerais. Non par rancune, mais parce que la justice comptait. La dignité comptait. Et chaque mère méritait d'être entendue. La semaine suivante est passée dans un tourbillon d'activités. Henri a déposé des requêtes pour bloquer la vente de la maison et pour assigner la production des relevés bancaires. L'affaire avançait. Et puis est venu l'appel, la première date d'audience était fixée. Dans 2 semaines. Mon estomac se nouait. Pourrais-je les affronter au tribunal? Pourrais-je endurer les regards, les chuchotements? Vous le pouvez, m'a dit fermement Henri. Et vous le ferez. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Sarafo soutenu. J'ai commencé à me préparer, pas seulement juridiquement, mais émotionnellement. J'ai répété mon témoignage. J'ai noté des souvenirs, des faits, des chronologies. J'ai rassemblé des lettres d'amis, de membres de l'Église, de quiconque savait que mon esprit était vif et mon cœur pur. Je ne laisserai pas Mélissa réécrire mon histoire. Je me tiendrai devant le juge la tête haute. Et je rappellerai à ma fille, rappellerai à toute cette ville, exactement qui j'étais. Une mère. Une veuve. Une femme lésée. Et bientôt, une femme réhabilitée. Le compte à rebours a commencé. Chaque lever de soleil me rapprochait du jour où je récupérerais ma voix. Mon pouvoir. Et le respect qui m'avait été volé. La nuit précédant l'audience, le sommeil m'a fui. Je me suis assise dans le salon de Henri, contemplant de vieilles photos de Franck et de Mélissa enfant. Mon cœur était lourd. Je ne voulais pas cette guerre. Je ne l'avais pas demandée. Tout ce que je voulais, c'était la paix, l'amour, la famille. Mais Mélissa et Jeff ne m'avaient laissé aucun choix. Ils étaient allés trop loin. Trahis trop profondément. Le combat était venu à ma porte, et maintenant, j'y ferai face. J'ai touché la photo de Franck, puisant de la force dans son regard constant. Souhaite-moi bonne chance, mon amour, ai-je murmuré. Le matin viendrait bientôt. Et avec lui, la première bataille dans une guerre que je n'aurais jamais pensé mener. Mais j'étais prête. J'avais la vérité. J'avais des alliés. J'avais le feu d'une mère lésée. Et demain, dans cette salle d'audience, Mélissa verrait. Sa leçon ne faisait que commencer. Le tribunal se dressait devant moi. Un bâtiment de pierre pâle que j'avais croisé 1000 fois mais jamais pénétré. Ce matin-là, alors que Henri et moi montions les marches usées, mon cœur martelait dans ma poitrine. Mon souffle créait de la buée dans l'air frais du printemps. À l'intérieur, des journalistes s'agitaient. La nouvelle du conflit familial LAN avait fuité. Les nouvelles des petites villes se répandent vite. J'ai gardé la tête haute, malgré la honte brûlante sous ma peau. Henri, toujours stable, m'a guidé à travers la sécurité et le long des couloirs résonnants. Restez calme, m'a-t-il rappelé. Vous avez la vérité de votre côté. J'ai acquiescé, serrant mon petit sac à main pour me donner du courage. Dans la salle d'audience, Mélissa et Jeff étaient assis à l'avant, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche. Mélissa portait un collier de perles que je reconnaissais. Il m'avait appartenu. Ma gorge s'est serrée. Quand elle m'a vu entrer, ses yeux se sont plissés. Jeff Hurricane. Mais j'ai vu autre chose aussi, un éclair de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que je me batte. Il pensait que je me taperais, disparaîtrais. Mais j'étais là. Vivante, debout. Et avec Henri à mes côtés, je parlerais. Le juge est entré, marteau frappant. La procédure a commencé. Mon cœur s'est stabilisé. C'était mon moment. Et je ne le gaspillerai pas. Henri s'est levé en premier, présentant les documents falsifiés, les transferts financiers et une chronologie détaillée de la tromperie. Sa voix, calme et précise, remplissait la salle. Votre honneur, a-t-il conclu. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord familial. C'est un abus financier envers une personne âgée, prémédité, cruelle et illégale. J'ai dégluti difficilement, les émotions montant. Puis est venu mon tour. Henri m'a guidé doucement vers la barre des témoins. La salle d'audience s'est tue.
Sous serment, j'ai raconté mon histoire, de l'amour donné, des sacrifices faits, de la nuit où ils m'ont jeté dehors. Ma voix tremblait au début, mais au fur et à mesure que je parlais, la force revenait. J'ai rencontré le regard du juge, mes propres yeux clairs. J'ai fait confiance à ma fille, ai-je dit simplement. Je l'aimais. Et ceci, c'est ainsi qu'ils m'ont remboursé. J'ai vu des visages dans la galerie, amis, voisins, se penchant, écoutant. Certains yeux se remplissaient de larmes. La vérité faisait son effet. Les mensonges de Mélissa se démêlaient. Quand j'ai terminé, le silence était assourdissant. Je suis retournée à ma place, le cœur battant mais fier. J'avais parlé. J'avais été entendue. Et maintenant, c'était à leur tour de répondre. L'avocat de Mélissa s'est levé, mais ses arguments sonnaient creux. Désaccords familiaux, a-t-il prétendu. Un malentendu. Mais les documents parlaient plus fort que n'importe quel mot. Le juge a posé des questions pointues. Qui a autorisé la vente de la maison? Pourquoi le nom de la mère a-t-il été retiré de l'acte? Melissa bégayait. Jeff est devenu rouge, transpirant sous son costume. Leur confiance s'est fissurée. La salle d'audience a observé leur histoire s'effondrer. Je suis restée silencieuse, composée. À l'intérieur, mon cœur s'emballait, non pas de vengeance, mais d'un triomphe silencieux. La vérité émergeait, indéniable. À midi, l'audience s'est terminée. Le juge a promis une décision rapide. Les journalistes ont afflué dehors. Les flashs ont éclaté. Les questions fusaient. Madame Lannes, comment vous sentez-vous? J'ai rencontré leurs yeux et répondu doucement, je me sens pleine d'espoir. Henri m'a guidée à travers la foule. De retour dans sa voiture, j'ai expiré profondément. La première bataille était terminée. Et nous étions restés dignes. Mélissa l'avait vu aussi. Son visage pendant mon témoignage, colère, peur, incrédulité. La marée tournait. La leçon commençait. Et ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi ont été flous. Les appels affluaient, des amis offrant leur soutien, des membres de l'Église exprimant leur indignation. La ville bourdonnait. Je n'étais plus le sujet de rumeurs chuchotées. Les gens savaient maintenant. Ils comprenaient. Hélène visitait quotidiennement, apportant des repas et des mots gentils. « Tu t'en es si bien sortie, Dorothy, disait-elle, rayonnante. Nous sommes tous derrière toi. » La solidarité me réchauffait. Henri restait occupé, préparant la prochaine audience, le procès civil. Nous viserons la restitution complète, a-t-il expliqué. Et la reconnaissance publique. J'ai acquiescé, résolu. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de dignité, de vérité, d'héritage. Mélissa avait essayé de m'effacer. Maintenant, ses actions seraient exposées. Et avec le temps, peut-être comprendrait-elle la profondeur de sa trahison. Un soir, assise près du feu de Henri, j'ai murmuré à voix haute, « Franck, j'aimerais que tu puisses voir cela. » Dans mon cœur, je savais qu'il serait fier. Non pas parce que je gagnais, mais parce que je tenais bon. Parce que je n'avais pas laissé l'amertume gagner. La justice arrivait. Et avec elle, la paix. Mais il y avait encore plus à faire. Plus à défendre. La bataille n'était pas encore terminée. Puis, un après-midi, une lettre est arrivée, inattendue, non signée. L'écriture soignée a fait bondir mon cœur. Je l'ai dépliée d'une main tremblante. « Mère, commençait-elle. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Jeff m'a poussé. Je ne savais pas comment l'arrêter. » Les mots de Mélissa se sont brouillés alors que les larmes emplissaient mes yeux. « Si tu veux bien me parler, s'il te plaît. » La lettre m'a secoué. Culpabilité? Manipulation. Je ne pouvais pas dire. Mais une chose était claire, elle avait peur. Elle sentait l'orage s'amonceler. Et maintenant, elle voulait me ramener. J'ai plié la lettre, le cœur lourd. Une partie de moi souffrait pour l'enfant que j'avais élevé, la fille que j'avais connue autrefois. Mais une autre partie, la plus sage, la plus blessée, savait mieux. Ce n'était pas le moment du pardon. Pas encore. La vérité devait venir d'abord. La leçon devait être apprise. Et demain, de nouveau au tribunal, je m'assurais que cela se produise. Tranquillement. Fermement. Avec toute la force qui me restait. Parce que cette histoire, mon histoire, était loin d'être terminée. La deuxième audience est arrivée plus vite que prévu.
Le tribunal bourdonnait à nouveau d'intérêt, journalistes, habitants, même certains vieux amis de Mélissa curieux de voir le prochain chapitre se dérouler. Henri avait travaillé sans relâche. Cette fois, m'a-t-il dit, nous montrerons leur intention complète. Il ne s'agit pas seulement de faux. Il s'agit du schéma, coercition, contrôle financier, isolement. Ces mots m'ont renforcé. Les nuits sans sommeil, la douleur de la trahison, tout devait signifier quelque chose. Et je m'assurerai que ce soit le cas. Ce matin-là, en nous rendant au tribunal, Henri m'a regardé. Vous êtes prête? J'ai souri faiblement. J'étais prête au moment où ils ont fermé cette porte sur moi. À l'intérieur de la salle d'audience, Mélissa et Jeff semblaient tendus. Plus de sourires suffisants. Pas de perles aujourd'hui. Les yeux de Mélissa s'agitaient nerveusement, évitant les miens. Le juge est entré, la procédure a commencé. Cette fois, les preuves étaient accablantes, relevés bancaires, courriels, témoignages. Le rapport du détective privé brossait un tableau accablant. Je suis restée silencieuse, le cœur régulier. La vérité brillait. Mélissa s'agitait. Jeff chuchotait furieusement. Mais il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Le juge écoutait, prenait des notes. Et à chaque minute qui passait, je savais, la marée avait complètement tourné. Ils feraient face aux conséquences. Et peut-être, enfin, apprendraient le coup de leur cruauté. La voix de Henri résonnait clairement dans la salle d'audience. Ce que nous voyons ici, votre honneur, n'est pas de l'attention, pas de la famille. C'est de l'avidité. C'est l'exploitation calculée d'une femme âgée. Ma cliente, qui se tient ici aujourd'hui avec grâce et dignité, mérite réparation. Elle mérite de retrouver sa vie. Ces mots résonnaient. Dans la galerie, des visages familiers acquiesçaient, voisins, amis de l'église, même d'anciens collègues. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années voyaient maintenant la vérité. L'avocat de Mélissa a offert de faibles réfutations, mais elle ne pouvait pas contrer les preuves. Puis le juge nous a tous surpris. Je vais émettre une injonction immédiate sur tous les actifs, a-t-il déclaré. En attendant le jugement final, les comptes de Madame Lannes doivent être restaurés sous son seul contrôle. La vente de la maison est bloquée. Et toute tentative supplémentaire de l'isoler ou de la diffamer sera considérée comme un outrage. Des hoquets ont résonné. Le visage de Mélissa est devenu pâle. Jeff a froncé les sourcils, son masque glissant. Je suis restée immobile, les larmes me piquant les yeux. La justice, une vraie justice, prenait forme. Non par vengeance, mais par vérité. Quand le tribunal a levé la séance, les journalistes ont de nouveau afflué. Mais cette fois, je n'avais qu'une seule déclaration. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit doucement. C'est une question de dignité. Et je le pensais. De retour chez Henri, le soulagement m'a submergé. Hélène est arrivée peu après, ses yeux brillants. Dorothy, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. J'ai réussi à sourire, bien que l'épuisement pesait lourdement. Pas encore terminé, ai-je répondu. Mais nous y arrivons. Henri était d'accord. Ensuite vient le procès civil complet, pour dommages, pour archives publiques. Ils ne s'en sortiront pas. Sa confiance inébranlable me soutenait. Pourtant, dans les moments calmes, le doute persistait. La lettre de Mélissa me hantait. Y avait-il encore une fille derrière cette façade froide? Le pardon serait-il un jour possible? Henry a remark mon silence. Vous pensez à elle? A-t-il demandé doucement. J'ai acquiescé. Je ne peux pas m'en empêcher. Une mère n'arrête pas d'aimer, même quand elle est trahie. Il a soupiré. Je sais. Mais rappelez-vous, ce combat est pour vous. Pour votre avenir. Elle doit d'abord faire face à la vérité. Il avait raison. Le pardon pourrait venir, mais pas sans responsabilité. Je me le devais à moi-même. À la mémoire de Franck. Et à chaque mère dans cette ville qui regardait, se demandant si elle aussi pourrait un jour être jetée. Le combat continuerait. Pour elle. Pour moi. Et bientôt, la bataille finale arriverait. Et je serais prête. Dans les semaines qui ont suivi, l'humeur de la ville a changé. Des voisins autrefois méfiants souriaient et saluaient maintenant. De vieux amis appelaient pour soutenir. Même les dames de l'église, autrefois nourries de mensonges par Mélissa, ont tendu la main. Nous sommes tellement désolés, Dorothy. Nous ne savions pas. Leurs mots guérissaient de vieilles blessures. Mais pas toutes les blessures. Un après-midi,
alors que je me promenais au marché, j'ai aperçu Mélissa, seule, pressée, les épaules voûtées. Nos regards se sont croisés à travers l'allée. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose, peur, honte, peut-être regret. Mais elle s'est détournée rapidement, disparaissant dans la foule. Mon cœur s'est tordu. Je voulais l'appeler, lui demander pourquoi. Mais je me suis retenue. Ce n'était pas le moment. La leçon n'était pas complète. Et ma force n'était pas encore pleinement restaurée. Les préparatifs de Henri continuaient. Le procès civil se renforçait. Et moi, j'ai recommencé à rêver. De liberté. De paix. De récupérer la vie calme et heureuse que Franck et moi avions construite. Je savais que la route devant serait encore difficile. Mais je n'avais plus peur. La femme qui s'était tenue tremblante sous la pluie avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un de plus sage. Quelqu'un d'intact. Puis est venue la date, marquée en gras sur le calendrier de Henri. À l'audience finale. C'est ça, m'a-t-il dit. Le jour où vous récupérez tout. Et le jour dont ils se souviendront. J'ai acquiescé, le cœur plein. Non pas de haine, mais de détermination. La veille, j'ai écrit dans mon journal, « Franck, demain je me tiens debout pour nous deux. Pour l'amour. Pour la dignité. Pour la vérité. » J'ai dormi profondément cette nuit-là, rêve paisible. Le matin s'est levé, frais et clair. Je me suis habillé soigneusement. Un simple tailleur bleu marine, mes propres perles. Pas de prétention, pas de théâtre. Juste moi. Henri nous a conduits en silence, sa main posée de façon rassurante sur la mienne. En approchant du tribunal, la vieille peur est revenue, mais seulement pour un instant. J'ai inspiré profondément. Peu importe le résultat, j'avais déjà gagné. J'avais survécu. Je m'étais battu. Et bientôt, le monde verrait, cette mère n'était pas une victime. Cette mère serait reconnue. Et sa fille n'oublierait jamais. La bataille était presque terminée. Mais l'histoire, mon histoire, avait encore quelques chapitres à écrire. La salle d'audience semblait différente cette fois, non plus intimidante, non plus un lieu de peur. Elle ressemblait à une scène où la vérité brillerait enfin. La galerie était bondée, voisins, amis, habitants curieux de témoigner de la fin de cette sordide histoire. Henri se tenait à mes côtés, calme comme toujours. « Vous avez fait la partie difficile, a-t-il murmuré. Aujourd'hui, nous terminons. » J'ai acquiescé. De l'autre côté de l'allée, Mélissa était assise raidement, les yeux baissés. Jeff, le visage rouge et renfrogné, me regardait à peine. Le juge est entré, et le silence est tombé. La procédure a commencé. Henri a présenté l'étendue complète de notre affaire, la manipulation financière, les documents falsifiés, les fausses déclarations et les préjudices émotionnels. Chaque fait exposé, indéniable. La salle d'audience écoutait, captivée. La vérité était trop forte pour être ignorée. L'avocat de Mélissa a essayé à nouveau de tourner l'histoire, stress, malentendus, désaccords familiaux. Mais le juge n'y croyait pas. Ses questions coupaient comme un rasoir. Vous appelez cela de l'attention? Vous appelez cela du respect pour sa mère? Le visage de Mélissa s'est effondré. Jeff fulminait. Et moi, je suis resté stable, les épaules droites. C'était la justice. C'était la leçon. Quand le juge m'a appelé à parler, je me suis levé lentement, et rencontré son regard, et dit simplement, « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était de l'amour. » Au lieu de cela, ils m'ont donné la trahison. La salle d'audience retenait son souffle. Je suis retourné à ma place, le cœur calme. Quel que soit le jugement, j'avais dit ma vérité. Puis est venu le moment que nous avions attendu, le verdict du juge. Sa voix a résonné clairement. Le tribunal statue en faveur de Madame Lannes. La restitution complète des actifs est ordonnée. Dommage pour détresse émotionnelle accordée. Tous les documents falsifiés sont annulés. Toute tentative de contact supplémentaire ou de diffamation entraînera des poursuites légales. Des hoquets ont résonné dans la salle. Henry à Saint-Marmain. J'ai retenu mes larmes. C'était fait. Le juge a poursuivi. Cette affaire sert d'avertissement. Un rappel que les abus envers les personnes âgées, même par leur propre famille, ne seront pas tolérés. Ces mots ont frappé profondément. De l'autre côté de l'allée, Mélissa sanglotait doucement. Jeff regardait fixement, vaincu. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni jubilation. Seulement un profond soulagement.
La tempête était passée. La dignité restaurée. Alors que la galerie se vidait, des gens s'approchaient, offrant des câlins, des mots gentils. Tu as été si courageuse, Dorothy. Tu nous as tous donné de l'espoir. J'ai souri, fatigué mais fier. Le combat était terminé. La leçon transmise. Et ma vie, ma paix durement gagnée, était mienne à nouveau. Dehors, le soleil brillait intensément. Les journalistes affluaient, flash crépitant. Madame Lannes, un commentaire, a demandé l'un d'eux avec empressement. J'ai fait une pause, puis répondu doucement. Parfois, se tenir debout est la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Mais cela compte. Cela compte toujours. Avec Henri me guidant vers la voiture, j'ai laissé le tribunal derrière moi. Le poids de moi s'est levé. De retour chez Henri, nous avons porté un toast discrètement, du thé, pas du champagne. Vous l'avez fait, a-t-il dit simplement. Vous avez rappelé à toute cette ville ce que signifie le respect. J'ai souri. Nous l'avons fait, Henri. Je n'aurais pas pu faire cela seul. La gratitude dans mon cœur était immense, pour Henri, pour Hélène, pour chaque personne qui m'avait cru. Ce soir-là, assise près du feu, journal en main, j'ai écrit « La justice n'est pas la vengeance. C'est la vérité. Et la vérité, une fois prononcée, ne peut être réduite au silence. » J'ai pensé à Franck, son amour constant, sa foi en moi. Quelque part, je savais qu'il souriait. Et quant à Mélissa, sa route serait désormais la sienne à parcourir. J'avais fait ma part. La leçon avait été enseignée. Et la vie, ma vie, était prête à recommencer. Dans les jours qui ont suivi, la vie s'est lentement apaisée. La maison a été rendue à mon nom. Les comptes ont été restaurés. Henri a aidé à mettre en place des protections, plus d'accès partagé, plus de risques. La ville m'a chaleureusement accueilli. À l'église, de vieux amis se sont rassemblés. Nous sommes fiers de toi, Dorothy. Leur soutien guérissait de profondes blessures. J'ai vu Mélissa une seule fois, au marché. Elle se tenait seule, incertaine. Nos regards se sont brièvement croisés. Aucun mot n'a été échangé. Et c'était suffisant. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir. Certaines leçons doivent être vécues, pas racontées. Avec le temps, peut-être, le pardon viendrait. Mais pour l'instant, je chérissais ma paix. Je suis retournée dans ma maison, le fauteuil de Franck toujours près de la fenêtre, les photos de famille alignées sur la cheminée. La maison semblait à nouveau vivante, non pas avec des fantômes de trahison, mais avec force, résilience. Chaque matin, je me levais avec gratitude. Non pas pour ce qui s'était passé, mais pour le courage que j'avais trouvé. Pour la vérité que j'avais dite. Pour la dignité retrouvée. Mon histoire n'était pas une défaite. C'était une victoire silencieuse. Un rappel que même à 81 ans, même quand on est mise de côté, on peut se lever. On peut se battre. On peut gagner. Et ainsi, alors que je suis assise ici maintenant, plume en main, cœur régulier, je pense à ce que je dirai aux autres. À chaque mère, chaque aîné qui se sent oublié, vous comptez. Votre voix compte. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Tenez-vous droit. Dites votre vérité. Parce que le monde écoutera, si vous osez parler. Ma fille voulait mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Et pour moi, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la force que je ne savais pas posséder. L'amour de vrais amis. Et la paix de savoir que, même dans les derniers chapitres de la vie, il n'est jamais trop tard pour récupérer votre histoire. Jamais trop tard pour rappeler au monde, vous n'avez pas fini. Des semaines ont passé après le verdict. Ma vie, autrefois bouleversée, a commencé à se stabiliser en quelque chose de proche de la normale. Chaque matin, je préparais mon café, ouvrais largement les rideaux et laissais entrer la lumière du soleil. La maison ne se sentait plus hantée par la trahison. Elle se sentait à nouveau comme un foyer. Des amis venaient souvent. Hélène apportait des fleurs fraîches de son jardin. Les dames de l'église ont organisé une petite réunion en mon honneur. Tu nous as tous donné du courage, disait-elle. Cela me réchauffait, bien qu'une petite partie de moi souffrait encore, pour la fille que j'avais connue autrefois, pour la proximité que nous avions partagée il y a longtemps. UNAPA's midi tranquil, ENM occupant de mis roses, la sonnette retenti. J'ai ouvert pour trouver Mélissa sur le porche, seule, le visage baigné de larmes, serrant son sac comme un bouclier. Mon cœur s'est serré.
Elle semblait plus petite d'une certaine manière, pas la femme défiante du tribunal. Mère, puis-je entrer? A-t-elle demandé doucement. J'ai hésité, douleur, colère, amour tourbillonnant ensemble. Mais après une longue respiration, je me suis écartée. Enter, Melissa. Nous sommes restés assises en silence un moment. Finalement, elle a parlé. J'avais tort. Je l'ai laissé tout déformer. Je ne savais pas comment l'arrêter. Sa voix tremblait. Mon cœur s'est brisé et durci en même temps. Les mots sont venus lentement. Pourquoi, Melissa? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Ai-je demandé. Les larmes ont rempli ses yeux. J'avais peur. Jeff a dit. Il m'a convaincu que tu perdais la tête. Que si nous n'agissions pas, nous perdrions tout. Et quand tu as riposté, je ne savais pas comment défaire ce qui avait été fait. Elle sanglotait ouvertement. Je l'ai regardée, cette version brisée de ma fille, et j'ai ressenti une profonde tristesse. Mélissa, ai-je dit doucement, tu aurais pu venir me voir. J'aurais écouté. Je t'aurais aimé, quoi qu'il arrive. Ses épaules tremblaient. Je suis désolée, mère. Vraiment. Je ne m'attends pas au pardon. Mais j'avais besoin que tu saches. Je suis restée assise un long moment, le poids des années pesant sur moi. J'avais gagné la bataille juridique, mais ceci, c'était la vraie guerre. Dans mon cœur, je savais, pardonner n'était pas une faiblesse. Ce n'était pas non plus oublier. C'était choisir la paix, pour moi-même. J'ai tendu la main à travers la table, pris sa main tremblante. Cela prendra du temps, ai-je dit honnêtement. Mais j'espère qu'un jour, nous retrouverons notre chemin. Ses larmes ont coulé à nouveau. Le premier pont fragile avait été construit. La nouvelle de la visite de Mélissa s'est répandue rapidement. Hélène, toujours protectrice, a appelé aussitôt. « Tu vas bien, Dorothy? Que veut-elle maintenant ?» Je l'ai rassurée. Elle est venue seule. Pas de Jeff. Pas d'exigence. Helena Supaya. Sois prudent. Elle t'a blessé une fois. Je savais que sa prudence venait de l'amour. Mais au fond, je savais aussi que la guérison, la vraie guérison, exigeait plus que la victoire. Elle exigeait de la grâce. Dans les jours qui ont suivi, Mélissa a visité à nouveau. Petits pas, partager du thé, trier de vieilles photos de famille. Pas de discussion d'argent. Pas d'excuses. Just, des moments calms. Je l'observais attentivement. Ses yeux, autrefois si durs, contenaient maintenant du remords. Pourtant, j'étais prudente. La confiance perdue prend du temps à se reconstruire. Jeff, j'ai appris, avait quitté la ville, faisant face à ses propres problèmes juridiques. Ce chapitre se fermait. Mélissa se tenait seule maintenant. Pas de mari, pas de complot. Juste une fille essayant de retrouver son chemin. Une partie de moi aspirait à cela. Une partie de moi résistait. Mais avec chaque visite, un mince fil d'espoir grandissait. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que certaines choses pouvaient encore être réparées. Lentement. Soigneusement. En leur temps. Pendant ce temps, la vie avançait. La ville m'avait pleinement accepté maintenant. Les invitations remplissaient mon calendrier. Déjeuner, événements d'église, visites de jardin. J'ai même commencé à parler lors de réunions locales, partageant mon histoire. Il n'est jamais trop tard pour se défendre, leur disais-je. La réponse était écrasante. Des femmes âgées, certaines les larmes aux yeux, me remerciaient. Tu nous as donné de la force, disait-elle. Cela, plus que n'importe quelle victoire au tribunal, signifiait tout. J'ai commencé à écrire aussi, journalisant mes expériences, espérant un jour aider d'autres à éviter ce que j'avais affronté. Ma maison, autrefois lieu de chagrin, bourdonnait à nouveau de vie. Henri visitait souvent, offrant conseils et amitié. Hélène restait mon roc. À travers tout cela, je restais ancrée. Le passé ne me définirait pas. Mais je ne l'oublierai pas non plus. La leçon avait été durement acquise, pour Mélissa, pour moi. Et alors que je regardais vers l'avenir, une vérité se dégageait clairement. La dignité doit toujours être défendue. Peu importe votre âge. Peu importe qui essaie de vous l'enlever. Cette vérité me porterait en avant, où que la vie me mène ensuite. Et ainsi, alors qu'une autre saison tournait, j'ai trouvé la paix, pas parfaite, mais réelle. Je savais que le chemin de Mélissa vers la rédemption serait long. La confiance se reconstruirait lentement, si jamais. Mais j'avais fait mon choix,
vivre avec un cœur ouvert, garder mais pas fermé. Le combat m'avait changé. Renforcé. Et en cela, j'ai trouvé un but. J'ai continué à parler, à écrire, à vivre pleinement. Mes jours débordaient de nouvelles amitiés, de nouvel espoir. Les cicatrices de la trahison restaient, mais elles ne me dominaient plus. Et si d'autres pouvaient apprendre de mon histoire, si une fille traitait sa mère avec plus de soin, si une personne âgée se tenait plus droite grâce à ma voix, alors tout cela en aurait valu la peine. Ma fille avait voulu mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu à la place, c'est une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Et moi, j'ai gagné quelque chose de bien plus grand que l'argent. La connaissance inébranlable que la dignité, une fois réclamée, est un trésor que personne ne peut jamais voler à nouveau. Le printemps s'est transformé en été. Les roses dans mon jardin fleurissaient plus abondamment qu'elles ne l'avaient fait depuis des années. Un petit symbole, peut-être, de la vie retrouvant son équilibre. Je passais mes matinées à les soigner, mes après-midi à écrire. Henri m'encourageait à coucher mon histoire sur papier pour les autres. Vous avez vécu quelque chose que beaucoup ne peuvent même pas imaginer, Dorothy, dit-il un après-midi autour d'un thé. Votre voix peut aider d'autres à trouver la leur. J'ai souri, touché par sa foi. L'idée me plaisait, pas par vanité, mais par utilité. Mais la vie, comme toujours, réservait d'autres tournants. Un matin, en triant le courrier, une enveloppe a attiré mon attention. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle, de l'avocat de Jeff. Mon pouce s'est accéléré. Soigneusement, j'ai déplié la page et lu. Jeff poursuivait Melissa en dommages et intérêts, lui reprochant l'effondrement de ses finances et de sa réputation. L'ironie m'a presque coupé le souffle. L'avidité les avait déchirés. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil, le cœur battant. Melissa, qui s'était autrefois tenue à ses côtés, était maintenant la cible de sa rage. La toile enchevêtrée de leur choix se défaisait rapidement. Et bien que je ne ressentais aucune pitié pour Jeff, mon cœur souffrait, pour Melissa, pour la fille qu'elle s'était perdue à devenir. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. Devrais-je tendre la main? Rester silencieuse? Je me suis confiée à Hélène. Cet homme mérite tout ce qui lui arrive, dit-elle fermement. Mais Melissa, peut-être que c'est son signal d'alarme. Henri était d'accord. Laissez les choses se dérouler, Dorothy. Ne vous impliquez pas trop tôt. Sage conseil. Pourtant, le cœur d'une mère ne cesse pas de se soucier. Quelques jours plus tard, Melissa est apparue à nouveau, les yeux gonflés, le visage pâle. Mère, pouvons-nous parler? Nous nous sommes assises dans le jardin, où les roses se balançaient doucement. Jeff, il s'est retourné contre moi, dit-elle d'une voix brisée. Je ne sais pas où aller. Quoi faire? Pour la première fois, ces mots ne contenaient aucune défensive. Seulement une vérité crue et douloureuse. J'ai écouté tranquillement. Finalement, j'ai dit, Melissa, tu as choisi ton chemin. Et maintenant tu dois le parcourir. Mais sache ceci, tu as toujours une mère. Une qui ne laissera pas la haine gagner. Les larmes ont rempli ses yeux. Je ne mérite pas ta gentillesse. J'ai serré doucement sa main. Peut-être pas. Mais l'amour n'est pas toujours une question de mérite. C'est une question d'espoir. Et j'ai encore un peu d'espoir pour toi. Ce jour a marqué un nouveau début fragile, construit sur la vérité, pas sur des mensonges. La ville a observé les retombées avec un vif intérêt. Les rumeurs tourbillonnaient, les actifs de Jeff gelés, des problèmes juridiques s'accumulant. Melissa, autrefois l'image de la perfection suburbaine, se déplaçait maintenant discrètement, humiliée. Certains l'évitaient. D'autres chuchotaient. Mais à travers tout cela, je suis restée stable. Laissez les gens parler, conseillait Henri. Vous avez gagné votre paix. Je me suis concentrée sur ma vie, du bénévolat à la bibliothèque, de l'écriture, de l'entretien de mes roses. Petite joie. Joy simples. Melissa visitait plus souvent maintenant, parfois avec de petites offrandes, du pain frais, un pot de confiture. Pas d'attente, pas de demande, juste des gestes tranquilles. Je les acceptais avec prudence, mais gratitude. La guérison, je le savais, n'était pas rapide, ni facile. Mais elle pouvait se produire, si les deux cœurs restaient ouverts. Un soir, Melissa a demandé doucement, « Pourrions-nous jamais revenir à la façon dont les choses étaient ?» J'ai répondu honnêtement, « Non, mon enfant. Nous ne pouvons pas défaire le passé. Mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Si tu es prête à travailler pour cela. »
Elle a acquiescé, comprenant. C'était suffisant, pour l'instant. Mon cœur, bien que gardé, commençait à s'adoucir. L'espoir, après tout, était difficile à tuer. Et dans cette petite étincelle, l'amour d'une mère perdurait. L'été s'approfondissait. Ma maison, autrefois si lourde de chagrin, résonnait maintenant de rire à nouveau. Amis visitants, voisins passants. La vie avançait. Et moi, autrefois mise de côté, je me tenais plus forte que jamais. Le procès civil s'est conclu rapidement. Jeff condamné à payer des dommages, ses actions formellement condamnées. Mélissa, bien qu'épargnée d'une punition directe, faisait face au jugement de sa propre conscience. Pourtant, à travers tout cela, elle restait à mes côtés, hésitante, repentante, essayant. Je l'observais, sachant que la confiance prendrait du temps. Mais chaque visite, chaque conversation, plantait de nouvelles graines. Un après-midi, nous avons trié de vieilles photographies, Mélissa s'arrêtant souvent, des larmes brillant. J'ai perdu tant de choses, mère. Pas seulement de l'argent, mais toi. Sa voix s'est brisée. J'ai tendu la main, essuyé une larme de sa joue. Alors ne gaspillons pas ce qu'il nous reste, ai-je murmuré. Lentement, le mur entre nous s'amincissait. Les leçons d'avidité, de trahison et d'amour avaient été durement acquises. Mais de cette douleur, une nouvelle compréhension grandissait. L'avenir restait incertain. Mais une vérité était claire, même dans les chapitres les plus difficiles de la vie, l'amour, le vrai amour, perdure. Il se plie, mais ne se brise pas. Et parfois, il refleurit même. Alors que l'été déclinait, j'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. La bataille qui m'avait autrefois consumé s'estompait dans ma mémoire. Un chapitre clos. Mes jours se remplissaient de buts. Écrire mon histoire, entretenir mon jardin, embrasser chaque moment. Mélissa continuait à visiter, toujours prudente, toujours en quête de pardon. Et moi aussi, je continuais à guérir. Certaines blessures resteraient toujours. Mais le pardon, j'avais appris, était un choix. Et un que je pouvais faire, pour moi, pour elle. Ma fille avait voulu mon héritage par la force. Mais à la fin, ce qu'elle a reçu était une leçon. Une qui l'a changée. Une qui m'a renforcée. Et alors que je m'assois sous le ciel d'été qui s'estompe, plume en main, je sais ceci, les plus dures épreuves de la vie peuvent vous briser, ou elles peuvent révéler la force que vous ne saviez pas posséder. Pour moi, cette force est devenue mon héritage. Et aucune force, aucune trahison, ne pourrait jamais me l'enlever. Au début de l'automne, un sentiment de calme s'est installé dans ma vie. La ville avait dépassé le spectacle, mais les gens m'arrêtaient souvent pendant mes courses. Ton histoire a tant signifié pour nous, Dorothy. Chaque mot gentil me rappelait à quel point j'étais venue loin, depuis cette froide nuit sous la pluie jusqu'à cette saison tranquille de grâce. Henri m'encourageait plus que jamais à tout écrire. Ne laissez pas cela être juste votre histoire, dit-il. Laissez-la aider les autres. Inspiré, j'ai consacré mes matinées à cette tâche. Page après page, j'ai déversé les souvenirs, la trahison, les batailles judiciaires, les petites victoires, les longues et douloureuses leçons. J'écrivais non pas pour m'attarder dans la colère mais pour offrir de l'espoir, pour rappeler aux autres, surtout aux femmes de ma génération, qu'elles détenaient toujours du pouvoir, même quand d'autres essayaient de le leur prendre. L'écriture est devenue ma thérapie. Chaque mot guérissait une blessure. Et alors que le manuscrit grandissait, mon but aussi. Un matin, j'ai jeté un coup d'œil aux roses dehors ma fenêtre, fleurissant encore contre le froid. Comme elle, j'avais aussi traversé des tempêtes. Et comme elle, j'étais déterminée à me tenir droite, à fleurir, peu importe ce que la vie apporterait ensuite. Mélissa continuait ses visites tranquilles. Plus de longues excuses, juste des moments de présence. Certains jours, nous partagions le thé en silence. D'autres fois, nous rions doucement d'anciennes histoires. Ce n'était pas ce que nous avions autrefois. Ce ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose de nouveau, fragile, réel, humain. Et en cela, j'ai trouvé du réconfort. Un après-midi d'octobre frais, elle m'a apporté un simple cadeau, un journal en cuir. Pour ton écriture, mère, a-t-elle dit doucement. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon enfant. Le geste comptait plus que le cadeau lui-même. Un petit pas vers la reconstruction. De Jeff, il n'y avait plus de nouvelles. Leur divorce a été finalisé discrètement. Mélissa ne prononçait plus jamais son nom maintenant. Dans ses yeux, je voyais le poids du regret, le lent retour d'une conscience autrefois enfouie sous l'avidité. Je ne précipitais pas le pardon, ni ne le retenais entièrement.
La guérison avait son propre rythme. Mais dans mon cœur, l'espoir demeurait. Peut-être pas pour une restauration complète, mais pour la paix. Pour un nouveau chapitre. Un qui n'était pas écrit dans l'amertume, mais dans la résilience. Dans un amour calme et inébranlable. Le genre que seule une mère pouvait tenir. La bibliothèque m'a invité à parler un soir, une réunion pour seniors sur droit, respect et résilience. La participation MA surprise. La salle débordait de visages, certains familiers, d'autres nouveaux. J'ai partagé mon histoire, mes leçons. Nous ne sommes jamais trop vieux pour nous défendre, leur ai-je dit. Jamais trop faibles pour récupérer notre dignité. Les applaudissements m'ont profondément ému. Après, beaucoup sont restés pour parler. Une femme, les yeux brillants, a murmuré « Tu m'as sauvée, Dorothy. J'avais peur de parler. Maintenant, je ne le serai plus. » À ce moment, j'ai su que mon voyage avait un sens au-delà de ma propre vie. La douleur, le combat, il avait un but. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres. J'ai décidé de continuer à parler, à continuer d'écrire. Henri a commencé à m'aider à préparer le manuscrit pour publication. Cette histoire doit être diffusée, a-t-il insisté. J'étais d'accord. Plus je partageais, plus je guérissais. Et en guérissant, j'ai trouvé un but plus grand que je n'avais jamais connu. Pas seulement la survie. Pas seulement la victoire. Mais un héritage enraciné dans la vérité, le courage et une volonté inébranlable de se relever, quelles que soient les chances. À l'approche de l'hiver, le jardin s'est apaisé, les feuilles tombant en or et cramoisies. J'ai passé plus de temps à l'intérieur, écrivant près du feu. Mélissa visitait hebdomadairement maintenant. Nous parlions plus ouvertement, plus honnêtement. Un jour, elle a demandé doucement, « Penses-tu que nous serons un jour entiers à nouveau ?» J'ai rencontré son regard. « Cela dépend de nous deux, ai-je dit gentiment. La confiance se reconstruit avec le temps, pas avec des promesses. » Elle a acquiescé, les larmes brillant. « Je suis prête à essayer. » Cela, pour l'instant, était suffisant. Je n'avais pas d'illusion, certaines blessures persisteraient toujours. Mais le pardon, j'avais appris, n'était pas d'oublier. C'était de choisir la paix, chaque jour à nouveau. Et j'ai choisi la paix. Pour elle. Pour moi. Pour l'amour qui, encore, tranquillement, obstinément, perdurait. Un soir neigeux, alors que je terminais le dernier chapitre de mon manuscrit, j'ai fait une pause pour réfléchir. Ma fille avait voulu mon héritage par la force. Mais ce qu'elle avait reçu était bien plus durable. Une leçon d'amour, de dignité et de la force inébranlable du cœur d'une mère. Et moi? J'avais gagné une voie. Un but. Une histoire qui valait la peine d'être partagée. Et ma vie était loin d'être terminée. Alors maintenant, alors que j'écris ces mots de clôture, je le fais non pas avec amertume, mais avec espoir. À toute âme qui lit ceci, sachez que vous n'êtes jamais impuissant. Pas à n'importe quel âge. Pas face à la trahison. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez récupérer ce qui a été pris, et trouver des dons encore plus grands en vous-même. Mon parcours l'a prouvé. Je me tiens ici aujourd'hui, plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Non pas parce que j'ai gagné au tribunal, mais parce que je ne les ai jamais laissés voler mon esprit. Et si mon histoire allume ne serait-ce qu'une bougie dans l'obscurité d'un autre, alors chaque larme, chaque lutte, en aura valu la peine. La vie écrit de nombreux chapitres. Certains vous brisent le cœur. D'autres le guérissent. Et certains, si vous osez, vous permettent d'enseigner les plus grandes leçons de toutes, pas seulement à ceux qui vous ont fait du tort, mais au monde qui regarde. Ma fille n'oubliera jamais. Et moi non plus. Car en me tenant droite, j'ai trouvé non seulement la justice, mais la paix la plus véritable. L'hiver s'est approfondi, apportant des jours calmes passés près du feu, ma plume grattant régulièrement les pages. Avec l'aide de Henri, mon manuscrit était poli et prêt. Nous l'avons intitulé « La dignité d'une mère, mon histoire de trahison et de résilience ». Un petit éditeur de la ville s'y est intéressé, et avant que je ne le sache, les premiers exemplaires étaient imprimés. Tenant ce livre dans mes mains, j'ai pleuré, non pas de chagrin, mais de fierté. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était une voix pour chaque femme réduite au silence par la trahison, par l'avidité, par la fausse croyance que l'âge équivaut à la faiblesse. La première lecture publique a eu lieu à la bibliothèque de Maplewood. La salle débordait. Des visages familiars, Helen, Henry, Voisins, et Mr. Alleglis. Mais aussi des étrangers,
des femmes de villes voisines, des femmes plus jeunes aussi. Alors que je lisais, la salle était suspendue à chaque mot. Quand j'ai terminé, les applaudissements étaient assourdissants. Je n'avais jamais ressenti une telle chaleur, une telle validation. Le livre s'est vendu régulièrement. Des lettres affluaient de lecteurs. Tu m'as donné du courage. Tu m'as aidé à parler. Ton histoire m'a sauvée. Je me suis assise de nombreuses nuits, humble, submergée. Ce qui avait commencé comme une douleur était devenu un but. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais une voix pour les autres. Et cela, plus que n'importe quelle victoire au tribunal, était le plus grand triomphe de tous. Mélissa a suivi de près la sortie du livre. Au début, elle semblait incertaine. La peindrais-je comme une méchante? Rouvrirais-je de vieilles blessures? Mais en lisant, elle a vu la vérité. L'histoire était honnête, mais juste. Pas d'embellissement. Juste mon cœur mis à nu. Un après-midi, elle est arrivée avec le livre en main, des larmes striant son visage. « Mère, j'ai tout lu » a-t-elle murmuré. Je méritais chaque mot. J'ai pris sa main. Il n'a pas été écrit pour te punir, Mélissa. Il a été écrit pour me guérir. Et peut-être, pour aider d'autres à guérir aussi. Ses épaules tremblaient. Je suis tellement désolée, mère. Pour tout. Le moment s'est étiré entre nous, cru, douloureux, réel. Puis, doucement, j'ai dit, il n'est pas trop tard. Mais reconstruire la confiance prend du temps, et des actions, pas des mots. Elle a acquiescé, comprenant. À partir de ce moment, ses visites ont pris un nouveau sens, pas motivées par la culpabilité, mais sincères. Elle a commencé à faire du bénévolat auprès de groupes locaux d'aide aux aînés, parlant ouvertement de notre histoire. Peu à peu, elle cherchait la rédemption, non pas par de grands gestes, mais par un changement calme et constant. Et dans mon cœur, l'espoir fleurissait. Pour elle. Pour nous. Pour un avenir où l'amour pourrait réparer même les blessures les plus profondes. L'impact du livre a atteint plus loin que je n'avais rêvé. Des invitations sont venues de groupes de femmes, de centres pour personnes âgées, même de médias locaux. Un journaliste m'a appelée une héroïne improbable. L'étiquette m'a fait rire. Je suis juste une mère, lui ai-je dit. Une qui a dû se battre pour ce qui était juste. L'histoire résonnait parce qu'elle était si commune. Tant de mères, tant d'aînés faisant face à des trahisons similaires en silence. Si ma voix leur donnait de la force, je continuerais à parler. Un matin lumineux de printemps, j'ai été invitée à la capitale de l'État pour parler des droits des aînés. Moi, une simple veuve de Maplewood, me tenant devant des législateurs, exhortant à des protections pour les vulnérables. L'honneur m'a humble. Pourtant, j'ai parlé avec audace. L'âge ne nous dépouille pas de dignité, leur ai-je dit. Mais trop souvent, la société détourne le regard. Il est temps que nous changions cela. Les applaudissements étaient longs et sincères. Après, des femmes ont fait la queue pour me remercier. Vous nous avez donné de l'espoir. J'ai ramené leurs mots chez moi, près de mon cœur. Mon voyage avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Et à travers tout cela, je suis restée ancrée, pas dans la célébrité, pas dans la victoire, mais dans la simple vérité que l'amour, la dignité et la résilience sont des pouvoirs que personne ne peut voler. À la maison, la vie se déroulait avec une beauté tranquille. Le jardin prospérait. Les roses, autrefois battues par les tempêtes, fleurissaient plus abondamment que jamais. Mélissa et moi avons trouvé un rythme doux, encore fragile, mais grandissant. Certains soirs, nous partagions de longues conversations près du feu. D'autres, des silences confortables. Le passé restait une ombre, mais une que nous ne craignions plus. Hélène et Henri restaient de chers compagnons, mon cercle de confiance, intact. Ensemble, nous nous émerveillions de voir jusqu'où nous étions venus. « Tu as changé cette ville, Dorothy » m'a dit Hélène un jour. « Plus que tu ne le sais. » Ces mots m'ont touché, mais j'ai toujours répondu, « Nous changeons le monde un cœur à la fois. » Et ainsi j'ai vécu, chaque jour avec un but, chaque moment avec gratitude. La trahison qui m'avait autrefois brisée était devenue la forge qui m'avait renforcée. Et de ce feu, une nouvelle vie a émergé. Pas parfaite. Pas sans douleur. Mais réelle. Et plus riche de tout ce qu'elle avait enduré. Dans le calme de ces jours, une vérité restait claire. Nous ne sommes jamais trop vieux pour écrire un nouveau chapitre. Jamais trop brisés pour trouver une nouvelle force. Et jamais trop tard. Pour enseigner les leçons qui comptent vraiment. Et donc, alors que je rédige ces mots maintenant,
ce prochain chapitre de mon histoire, je le fais avec un cœur ouvert. Ma fille voulait autrefois mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu était une leçon, un miroir de vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Et moi? J'ai gagné quelque chose de bien plus grand que l'argent, résilience, but et paix. Mon histoire, partagée loin et large, continue d'éclairer le chemin pour d'autres. Et si vous, chers lecteurs, retenez une chose, que ce soit ceci, votre voix compte. Votre dignité compte. Défendez-la. Battez-vous pour elle. Et sachez que même dans les chapitres les plus sombres de la vie, la lumière peut être trouvée et partagée. La bataille peut vous marquer. Mais elle peut aussi vous façonner. Et en vous tenant droit, vous pourriez enseigner des leçons qui durent bien au-delà de vos propres jours. Mon voyage n'est pas terminé. Le vôtre non plus. Alors écrivez votre histoire. Dites votre vérité. Et ne croyez jamais, jamais, qu'il est trop tard pour recommencer. Les mois se sont doucement écoulés, apportant une paix que j'avais autrefois cru impossible. Plus de batailles judiciaires, plus de rumeurs ou de regards réprobateurs. La ville de Maplewood avait avancé, tout comme moi. Mes journées étaient pleines mais calmes, promenade matinale dans le jardin, après-midi passé à écrire ou à lire près de la fenêtre, soirée partagée avec des amis proches. La maison, autrefois lieu de chagrin, se sentait à nouveau chaleureuse, vivante de rire et d'espoir. Mélissa continuait ses visites. Elle n'était plus chargée de culpabilité ou d'excuses mais remplie d'une tranquille sincérité. Elle faisait souvent du bénévolat auprès de groupes d'aide aux aînés et parlait ouvertement de ses erreurs. « J'apprends encore, mère » m'a-t-elle dit un après-midi. J'ai souri doucement. Nous apprenons tous, mon enfant. C'est ça la vie, une leçon après l'autre. Le lien entre nous ne reviendrait jamais à ce qu'il avait été autrefois. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être totalement restaurée. Mais l'amour pouvait perdurer. Et dans ces petits moments partagés, j'ai ressenti sa force tranquille. Pas parfaite. Pas sans cicatrice. Mais réelle. Et cela, à mon âge, était un cadeau plus grand que l'or. Les batailles étaient passées, mais la vie, dans toute sa beauté et sa dureté, demeurait. Et moi, plus âgée, plus sage, j'étais prête pour tout ce qui viendrait ensuite. Henri est resté une présence constante dans ma vie. Ami, confident, protecteur. Nous nous rencontrions souvent pour le thé, discutant non seulement de questions juridiques mais de la vie elle-même. « Tu t'es construit tout un héritage, Dorothy » a-t-il remarqué un après-midi, hochant la tête vers une pile de mes livres. « Je l'espère » ai-je répondu doucement. « Si cela aide ne serait-ce qu'une personne, ça vaut tout. » La nouvelle de mon histoire continuait à se répandre. Des invitations venaient de tout l'État, conférences, interviews radio, même une équipe de documentaires intéressée à capturer mon parcours. J'en ai accepté certaines, décliné d'autres. La célébrité n'a jamais été mon but. Le but l'était. Et ce but restait clair, donner une voix à ceux trop souvent réduits au silence. Rappeler au monde que l'âge n'efface pas la valeur. Et alors que je me tenais devant des publics, certains remplis d'aînés, d'autres de jeunes femmes apprenant à naviguer dans la vie, j'ai dit ma vérité avec une force constante. Tenez-vous droit, leur ai-je dit. Même quand le monde essaie de vous plier. Tenez-vous droit, et parlez. Leur sourire reconnaissant, leurs remerciements larmoyants, m'ont rempli d'une fierté tranquille. Mon histoire comptait. Pas pour son drame, mais pour sa vérité. Et cette vérité était devenue mon cadeau durable. Les saisons ont changé à nouveau. L'air vif de l'automne a cédé aux premiers frissons de l'hiver. J'ai préparé la maison pour les fêtes, une tradition que Frank et moi avions toujours chérie. Melissa a offered some aid. Ensemble, nous avons déballé de vieux ornements, des souvenirs débordant de chaque boîte. Je me souviens de ça, a-t-elle dit doucement, tenant un ange décoloré. J'ai acquiescé. Tu l'as fait quand tu avais 7 ans. La chaleur entre nous avait grandi, pas sans tache, mais réelle. Cet après-midi-là, alors que nous accrochions des guirlandes et des lumières, Mélissa a fait une pause. Mère, merci. De ne pas avoir abandonné avec moi. Mon cœur s'est gonflé. Tu m'as donné un défi de taille, mon enfant, ai-je taquiné doucement. Mais l'amour, le vrai amour, perdure. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Et à ce moment, entouré de lumière scintillante et du parfum de pin, j'ai senti quelque chose changer, une guérison plus profonde. Les cicatrices restaient, mais elles ne nous définissaient plus. La tempête était passée. Et à sa place,
Une paix fragile mais durable avait pris racine. La vie, avec toutes ses épreuves, avait bouclé la boucle. Et je me tenais prête à embrasser chaque nouveau jour, avec gratitude, avec espoir, et avec un cœur incassable. La nouvelle année s'est levée, brillante et claire. La ville m'a invité à parler au banquet civique annuel. Un honneur rare. Ton courage a changé cette communauté, a dit le maire. Debout devant la foule rassemblée, j'ai ressenti un profond sens de responsabilité. Ma voix, autrefois réduite au silence par la trahison, résonnait maintenant clairement. Nous devons nous protéger les uns les autres, leur ai-je dit. Honorer nos anéis. Enseigner à nos enfants que l'amour compte plus que l'avidité. Les applaudissements qui ont suivi étaient longs et sincères. Après, beaucoup se sont approchés avec des remerciements, avec leurs propres histoires de lutte et de résilience. J'ai écouté, embrassé, encouragé. Car c'était ma mission maintenant, pas seulement parler, mais inspirer. Le voyage qui avait commencé par une nuit pluvieuse m'avait amené ici, à un lieu de force, de but. Et bien que j'ai maintenant 82 ans, mon esprit se sentait plus jeune que jamais. Le combat m'avait façonné, mais ne m'avait pas durci. Il avait ouvert mon cœur plus largement, m'avait enseigné la grâce, la résilience et le pouvoir d'une volonté inébranlable. Mes jours à venir étaient moins nombreux que ceux derrière. Mais chacun serait vécu pleinement, enraciné dans la vérité, guidé par l'amour. Et cela, pour moi, était la plus grande victoire de toutes. Alors me voici assise une fois de plus, plume en main, feu crépitant doucement à côté de moi. Mon histoire, autrefois un récit de douleur et de trahison, est devenue une histoire de résilience et d'espoir. Ma fille voulait mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu, ce que le monde a reçu, était une leçon, gravée dans la vérité, dite avec amour. Et moi? J'ai gagné bien plus que je n'ai perdu. Force, but et une paix que personne ne peut voler. À tous ceux qui lisent ces mots, sachez ceci, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous tenir debout. Jamais trop brisé pour guérir. Jamais trop petit pour faire une différence. La vie vous mettra à l'épreuve. Mais elle vous enseignera aussi. Et dans ces leçons, dans ces batailles, vous trouverez votre vrai moi. Tenez fermement à votre dignité. Dites votre vérité. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un après-midi vif de début février, alors que la neige saupoudrait les bords du jardin, une lettre inattendue est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'adresse de retour était inconnue, d'une université dans la capitale de l'État. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle. Ils organisaient un symposium sur les droits des aînés et la résilience, inspiré en partie par mon histoire. L'orateur principal s'était désisté, et il voulait que je le remplace. Je me suis assise un long moment, la lettre tremblant dans mes mains. Moi, une simple veuve de Maplewood, s'adressant à des universitaires, des défenseurs, des étudiants? La pensée a remué de vieilles insécurités. Mais sous elle, une voix plus forte s'est élevée. Tu as déjà affronté pire. Tu t'es déjà tenu droite. Ce n'est pas différent. J'ai appelé Henri. Fais-le, a-t-il exhorté. Ta voix compte plus que jamais maintenant. Encouragé, j'ai accepté. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon, préparant mon discours, travaillant avec les organisateurs, répondant aux demandes d'interview. L'université a proposé d'envoyer un chauffeur, mais j'ai insisté pour voyager avec Hélène et Henri. Le jour de l'événement, alors que nous approchions du grand campus, mes nerfs ont vacillé. Souviens-toi, a murmuré Henri, tu as ta place ici. Ces mots m'ont ancré. Je suis entrée dans cette salle, la tête haute, prête à dire ma vérité, pas seulement pour moi, mais pour d'innombrables autres. L'auditorium était plein, étudiants, professeurs, militants, même législateurs. Elle bourdonnait d'anticipation. Je me suis assise en coulisses, mains jointes, cœur battant. Puis, l'annonce, veuillez accueillir Madame Dorothy Lannes. Les applaudissements étaient assourdissants. Je suis montée sur scène, les lumières vives chaudes contre mon visage. Pendant un moment, je me suis simplement tenue là, scrutant la mer de visage. Puis, avec une respiration régulière, j'ai commencé. Je m'appelle Dorothy Lannes. J'ai 82 ans. Et ceci est mon histoire. Les mots ont coulé, pas répétés, mais réels. J'ai parlé d'amour, de trahison, du long chemin vers la dignité. J'ai parlé de me tenir sous la pluie, de me battre au tribunal, de guérir des liens brisés. La salle était suspendue à chaque mot. J'ai vu des larmes dans les yeux d'étrangers, des hochements de compréhension. Quand j'ai terminé,
les applaudissements ont fait trembler les murs. Pendant la séance de questions, une jeune femme a demandé, la voix tremblante, « Comment avez-vous continué quand cela faisait si mal ?» J'ai souri doucement. Parce que je le devais. Parce que la dignité compte. Et parce que l'amour est plus fort que la douleur. Ce moment, cette connexion, m'a rempli d'un but renouvelé. Mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle leur appartenait aussi. Le symposium a conduit à plus d'opportunités, table ronde, groupe de défense, même réunion législative. Mélissa soutenait ses efforts, assistant silencieusement, offrant ses propres perspectives durement acquises. Notre lien, bien que toujours fragile, se renforçait avec chaque expérience partagée. Un soir, alors que nous rentrions d'un événement, elle a murmuré « Je suis fière de toi, mère ». Ces mots m'ont réchauffé. Et je suis fière de toi, mon enfant, pour avoir choisi un meilleur chemin. La rédemption, j'avais appris, n'était pas un acte unique. C'était un voyage, un choix fait encore et encore. Ensemble, nous marchions sur cette route. Et en cela, il y avait de l'espoir. Pendant ce temps, mon histoire s'est répandue au-delà de l'État, partagée en ligne, présentée dans des articles nationaux. Des lettres affluaient de tout le pays. Vous m'avez donné de la force. Vous m'avez aidé à trouver ma voie. Chaque note touchait mon cœur. J'ai répondu à autant que je pouvais, rappelant à chaque auteur, vous n'êtes pas seul. Votre voix compte aussi. La vie que j'avais récupérée avait grandi plus que je ne l'avais jamais imaginé. Et à travers tout cela, je suis restée ancrée, Dorothy Lane, mère, veuve, survivante, enseignante. Une femme qui avait tenu dans la tempête et en était sortie plus forte. À la maison, la vie se déroulait de façon douce et simple. Le jardin commençait à s'agiter sous la neige persistante. Les roses, je le savais, fleuriraient à nouveau. Je passais les matins à écrire, les après-midi avec des amis, les soirées en réflexion tranquille. Mélissa continuait ses visites, parfois apportant des fleurs, parfois juste elle-même. Nous partagions des rires, des larmes, de longues conversations près du feu. Un soir, elle m'a surprise. « Mère, viendrais-tu parler avec moi ?» À mon groupe de soutien. J'ai cligné des yeux, touchée. Bien sûr, mon enfant. Et ainsi, je me suis retrouvée dans une petite salle communautaire, entourée d'autres cherchant rédemption, guérison. J'ai partagé mon histoire. Mélissa a partagé la sienne, honnêtement, courageusement. La salle s'est remplie d'espoir, de la magie tranquille de la compréhension. Après, Mélissa m'a serrée étroitement. Merci, mère. De croire en moi. Les larmes me piquaient les yeux. Toujours, mon enfant. Toujours. Dans ces moments, j'ai vu à quel point nous étions venus loin. Pas à la perfection, mais à la vérité. Et dans la vérité, il y a du pouvoir. Il y a de l'amour. Il y a de la guérison. La route devant était encore longue. Mais nous la marcherions, ensemble, un pas, un jour, un choix à la fois. Et ainsi, alors qu'un autre printemps approchait, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était déroulé. Ma fille avait autrefois voulu mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu, ce que j'ai reçu, était une leçon bien plus grande. Une leçon de résilience, de dignité, du pouvoir durable de l'amour. Mon histoire était devenue un phare, éclairant le chemin pour d'autres. Et dans cette lumière, j'avais aussi trouvé un nouveau but, une nouvelle paix. Les batailles m'avaient marqué. Mais elles m'avaient aussi façonné, en une femme plus forte que la trahison, plus sage que la douleur. Et alors que je regardais les premiers bourgeons apparaître dans mon jardin, je savais ceci, la vie apportera toujours des tempêtes. Mais nous aussi, nous pouvons refleurir. Peu importe l'âge. Peu importe les blessures. Nous pouvons nous lever, parler et enseigner, rappelant au monde et à nous-mêmes que la dignité n'est pas donnée. Elle est réclamée. Et une fois réclamée, elle ne peut plus jamais être reprise. Le printemps est arrivé pleinement, ramenant couleur et chaleur à Maplewood. Mon jardin florissait, les roses, les lys et les jonquilles dansant dans la brise. Je passais de longues heures dehors, les mains dans la terre, le cœur léger. Le passé ne me hantait plus. Au lieu de cela, il m'avait façonné en quelqu'un de plus fort, plus sage. Le livre continuait à attirer l'attention. Un autre tirage était prévu, et une grande maison d'édition a exprimé son intérêt pour une sortie nationale. Henri, toujours soutenant, s'occupait des négociations. « Tu as commencé quelque chose d'important, Dorothy, m'a-t-il dit un après-midi. Ne sous-estime pas cela.
J'ai souri. Je ne le fais pas. Mais la célébrité signifie peu. Ce sont les personnes que cela aide qui comptent. Les lettres et les emails continuaient d'arriver de tout le pays, de femmes, d'hommes, d'enfants d'aînés, tous me remerciant d'avoir partagé ma vérité. L'effet d'entraînement était plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Et avec chaque nouvelle histoire que j'entendais, je me sentais à la fois humble et fière. Ma douleur n'avait pas été vaine. Elle était devenue une source d'espoir. Mélissa continuait à grandir aussi, faisant régulièrement du bénévolat, parlant à des groupes, vivant avec honnêteté. Notre relation, bien que changée à jamais, s'était établie en quelque chose de stable et sincère. Chaque visite était un cadeau, un signe de combien nous étions venus loin. Et chaque jour, je me réveillais avec gratitude. Un matin lumineux, un appel téléphonique m'a surprise. Le bureau du gouverneur. Ils organisaient une conférence à l'échelle de l'État sur les droits des aînés, et ils me voulaient comme oratrice principale. Vous avez inspiré un mouvement, Madame Lannes, a dit Led chaleureusement. Nous serions honorés de vous avoir. J'ai accepté, le cœur battant. Les mois à venir seraient chargés de préparatifs. J'ai travaillé étroitement avec Henri et une équipe de défenseurs, rédigeant soigneusement mon discours. Je voulais qu'il soit honnête, cru, autonomisant. Pour rappeler à tous ceux qui écoutaient que la dignité ne connaît pas d'âge. Pendant ce temps, Mélissa a demandé à m'accompagner. Si tu veux bien de moi, a-t-elle dit tranquillement. Bien sûr, ai-je répondu. C'est ton histoire aussi. Le jour de la conférence est arrivé. Nous avons voyagé ensemble, Mélissa, Henri, Hélène et moi, partageant rire, nervosité et espoir. L'événement était grandiose, des centaines de personnes présentes, flash crépitant, médias présents. Mais quand j'ai pris la scène, rien de tout cela n'importait. J'ai parlé du cœur. J'ai raconté mon histoire, d'amour, de trahison, de résilience. De me tenir sous la pluie. De trouver la force. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot. Quand j'ai terminé, l'ovation était écrasante. J'avais parlé non pas comme une victime, mais comme une voix pour d'innombrables autres. Dans les semaines qui ont suivi, l'impact de la conférence s'est répandu loin et large. Des discussions politiques ont commencé, de nouvelles protections pour les aînés débattus. Les groupes de défense ont gagné en force. Et à travers tout cela, je suis restée ancrée, Dorothy Lannes, disant simplement la vérité. Les invitations affluaient, interviews de nouvelles nationales, conférences, collaborations avec des organisations de défense. J'ai choisi soigneusement, me rappelant toujours mon but, donner de l'espoir, inspirer l'action, pas poursuivre les projecteurs. Mélissa se tenait avec moi tout au long, sa croissance constante et authentique. Un soir, après un événement particulièrement émouvant, elle s'est assise avec moi dans le jardin. Je porte toujours de la culpabilité, mère, a-t-elle confessé doucement. J'ai placé ma main sur la sienne. La culpabilité peut être lourde, mon enfant. Mais elle peut aussi nous guider. Tu fais tes preuves chaque jour. Et cela compte plus que les regrets. Elle a pleuré doucement, les larmes purifiantes. À ce moment, j'ai ressenti une paix plus profonde que n'importe quelle victoire au tribunal. L'amour demeurait, pas sans cicatrice, mais intact. La vie continuait à se dérouler, inattendue, belle, pleine de buts. Et moi, maintenant 83 ans, j'embrassais chaque jour pleinement. Le voyage avait été difficile. Mais il avait aussi été un cadeau. Un que je porterai en avant, ou que la vie me mène ensuite. Alors que l'été réchauffait les jours, de nouvelles opportunités fleurissaient. Une équipe de documentaires a commencé à filmer, capturant mon histoire, mon jardin, ma vie tranquille à Maplewood. Au début, j'ai hésité. Mais Henri m'a encouragé. Ta voi change des vies, Dorothy. Laisse-la atteindre encore plus loin. Et ainsi, avec soin, j'ai accepté. Le tournage était doux, respectueux, réfléchi. Ils ont capturé non seulement les batailles, mais la guérison, l'espoir. Mélissa a participé aussi, partageant son voyage ouvertement. La regarder parler avec honnêteté m'a rempli de fierté. Elle avait tant grandi, apprenant toujours, expiant toujours, mais marchant sur un meilleur chemin. Un après-midi, le réalisateur m'a demandé « Quel message espérez-vous que ce film laisse ?» J'ai réfléchi un moment. Qu'il n'est jamais trop tard, ai-je dit. Jamais trop tard pour se tenir debout. Jamais trop tard pour changer. Et jamais trop tard pour aimer. L'équipe a acquiescé, visiblement émue.
Le pouvoir de la vérité, j'avais appris, n'était pas dans son drame, mais dans son humanité. Et à travers mon histoire, j'espérais rappeler au monde que la dignité, l'amour et la résilience sont des forces intemporelles. Des forces qui vivent en nous tous. Si nous osons nous tenir debout. Si nous osons parler. Si nous osons espérer. Et ainsi, alors qu'une autre saison tourne, je me retrouve à réfléchir une fois de plus. Ma fille voulait autrefois mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu était une leçon. Ce que j'ai reçu était de la force. Ce que le monde a reçu était une histoire. Une qui continue de grandir, de guérir, d'inspirer. Je ne suis pas définie par la trahison. Je suis définie par la résilience. Par l'amour qui a refusé d'être réduit au silence. Par la dignité récupérée par le courage. Et alors que je me prépare pour ce qui m'attend, plus de paroles, plus d'écriture, plus de jours tranquilles dans mon jardin, je le fais avec un cœur ouvert. Les batailles du passé m'ont façonné. Mais elles ne m'ont pas brisée. Elles m'ont rendue plus forte, plus sage, plus vivante que jamais. Et si ma voix peut rappeler ne serait-ce qu'à une personne de se tenir droite, de dire la vérité, de choisir l'amour, alors chaque larme, chaque lutte, en aura valu la peine. Car la vie, je le sais maintenant, ne se mesure pas par ce qui nous est pris, mais par ce que nous choisissons d'en faire. Et dans cette élévation, nous écrivons notre histoire la plus vraie. Et ainsi, alors que j'écris ces derniers mots, je le fais le cœur ouvert. Ma fille a autrefois voulu obtenir mon héritage par la force. Mais ce qu'elle a reçu, c'est une leçon qui a changé sa vie, et la mienne. Ce que j'ai reçu était bien plus précieux, de la résilience, un but, et un amour qu'aucune tempête ne saurait briser. À vous qui lisez ceci, sachez que vous n'êtes jamais sans pouvoir. Jamais sans voix. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez guérir. Et vous pouvez montrer aux autres que la dignité, une fois conquise, vous appartient pour toujours. Mon parcours n'est pas celui que j'aurais choisi. Mais je l'accepte, car il m'a révélé ma véritable force intérieure. Et maintenant, en refermant ce chapitre et en regardant vers l'avenir, je le fais avec espoir. Pour ma famille. Pour ma communauté. Pour toutes celles et ceux qui luttent encore pour retrouver leur voie. Le combat est terminé. La leçon est transmise. Et l'amour, cet amour demeure. Fort. Inébranlable. Éternel. Fin. N'oubliez pas de vous abonner.